personne ne le sait, mais les 45 premières minutes, je me dis, si le mec tire de 40 mètres, il marque, quoi. J'étais paralysé. En fait, je me dis même, qu'est-ce que je fous là à la mi-temps? Je me rappellerai toute ma vie m'être dit ça. Je me dis, mais c'est pas pour toi, de toute façon. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Gardien de but, un poste à part diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe, et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Anecdotes, souvenirs, confessions et même parfois conseils, l'objectif c'est de partager leur expérience, leurs boulettes, leurs parades et de vous éclairer sur le poste et son évolution. Et pour cet épisode, je reçois un gardien qui a joué au PSG et à l'OM et qui a aussi joué à Nice et Saint-Étienne. Aujourd'hui, il est consultant télé et grand défenseur des gardiens. Vous l'avez peut-être reconnu. Bonjour Jérôme Alonso. Salut Alexandre, merci de m'accueillir. Donc dans cet épisode de La Voix des Gardiens, on va parler de ta carrière, on va parler de la gestion de la concurrence avec les autres gardiens à côté de toi durant toute ta carrière. Mais avant, première question. Un bon gardien de but en 2023, c'est quoi pour toi? C'est une très bonne question pour commencer. On va dans le vif du sujet. En fait, les critères ont changé un petit peu. Tu sais, à mon époque, le critère, c'était, au-delà de faire des arrêts, c'était le jeu aérien. Il fallait être bon sur les corners, sur les coups francs, il fallait soulager, comme on disait il y a 20 ans. Et c'était vraiment le critère de recrutement. Voilà. Aujourd'hui, il faut être bon au pied. Mais être bon au pied, ça veut dire quoi, concrètement? Être bon au pied, ça veut dire faire évoluer le jeu de ton équipe vers l'avant tout de suite. Et malheureusement, parfois je le déplore parce que c'est à l'extrême, mais aujourd'hui, le bon gardien, il doit être complet dans tout ce que je t'ai dit, mais il doit aussi être complet au pied. Et je crois que l'exemple parfait aujourd'hui, c'est Marcin Bulka, que j'ai vu là à Nice récemment, qui a le gabarit, qui a le jeu aérien, qui a des réflexes au sol, et qui a un jeu au pied bluffant pour un grand comme lui. Donc, si je devais avoir aujourd'hui un morphotype du gardien moderne, que j'ai vu récemment, ça serait Marcin Bulka. Et donc c'est un gardien qui a évolué, l'image du gardien a évolué depuis une dizaine d'années à peu près, même un peu avant avec le passage de la passe, c'est ça? De la passe qui a été autorisée? Moi j'ai connu ça, et on me demandait pas d'être le premier relanceur. Alors même mon rôle à moi a évolué aussi un peu, grâce à Fabien Barthez et à Greg Coupé qui avaient des bons jeux au pied, mais on relançait long quand même. Il fallait être long et précis. Aujourd'hui il faut être court et précis. C'est ça qui a changé aussi beaucoup. C'est qu'avant vous cherchez l'attaquant, ou les ailiers, ou au pire les milieux offensifs. Aujourd'hui, on cherche les latéraux ou les axiaux, même sur des passes risquées. Donc ça a beaucoup changé. Mais l'évolution, elle est physique aussi, je trouve. Moi, je pense que je serais presque petit de nos jours. Toi, je parle de Bulka, c'est un 98. Et donc toi, parce que quand tu as débuté gardien, justement, c'était l'inverse, toi. Exactement, ouais. Moi, je voulais être gardien. Et on m'a dit non, toi, t'as l'air bon de la tête, tu vas jouer avant-centre. Donc je me rappelle, à Antibes, là, juste à côté, au FC Antibes, j'ai fait 2 ans attaquant. Et la 3e année, on a un peu triché, j'avais 2 licences. Alors j'étais surclassé en minime où je jouais gardien. Et je jouais en pupille à l'époque. Et je jouais le samedi attaquant et le dimanche gardien. Et comment on switch entre les deux? Quand t'es gamin, c'est facile. Il se prenait du plaisir. Moi, j'adorais marquer des buts. J'avais le sens du but, mon père me disait. En fait, c'est 2 rôles importants. Tu vois, c'est les 2 personnes qu'on regarde. Et puis quand t'es gamin, t'as envie d'être regardé un peu. Tu sais, quand t'es un gamin, tu cherches un peu d'identité, des copains, la confiance. Et moi, je joue au foot dans les 2 postes où tout le monde te regarde. Donc c'était cool, tu vois. Donc non, je switchais facilement. Quand t'as 12 ans, pas de question à se poser. Juste de se dire, merde, je vais me faire gauler un jour ou l'autre. C'est arrivé. Évidemment, c'est arrivé. Je me suis fait gauler parce que les parents... Ah lui, on l'a vu hier, tiens, non? Les parents se disent, putain, mais lui, le grand, là, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et donc, et voilà, mais c'était drôle. Ça, c'est pas des bons souvenirs sur le coup de se faire gauler, mais. Et le fait d'avoir été attaquant, est-ce que ça t'a servi après ou pas tant que ça? Parce que déjà, tu joues beaucoup à 7. Après, tu joues à 11, mais il y a tellement d'espace que ça n'a rien à voir. En revanche, ce qui m'a beaucoup servi, c'est de parler beaucoup avec mes attaquants. Et d'ailleurs, si ma force était les face-à-face, c'est pas pour rien. C'est que j'ai discuté énormément avec mes gars, parce qu'il n'y avait pas trop de vidéos à l'époque. Quand je jouais contre un attaquant de D2 qui était très fort, soi-disant, j'avais pas d'image de lui. Par contre, tu savais un peu mais comment voilà, réfléchir. Exactement. Et donc, mes discussions nourries... alors, ça a commencé à Nice, je me rappelle, avec Yves Mandione, par exemple. C'est des noms qui parleront aux anciens. Et puis après, à Marseille, avec Cascarino et Marc Libra. Après, à Paris, évidemment, Ronaldinho, avec qui j'ai énormément parlé.
pas qu'en soirée. Paoletta, après, évidemment. Donc voilà, c'est des discussions nourries autour d'un café le matin ou le soir devant une bière avec l'attaquant. C'est quelque chose qui a été très très important dans ma carrière. Et donc tu disais que tu étais grand, mais par contre tu voulais être gardien. Mais pourquoi tu voulais être gardien du coup? Parce que, encore une fois, quand t'es gamin, t'as cette envie de vouloir être différent. Enfin, moi en tout cas. Et ben le gardien, il y a qui de plus différent? On n'a pas le même maillot, on n'est pas les mêmes personnes, on est toujours des êtres à part dans un vestiaire, et même socialement, sportivement. Et j'ai eu une envie d'être différent. Alors en plus, je tombais bien, parce que j'ai fait du judo petit, donc je tombais bien sans me faire mal, contrairement à beaucoup. J'avais pas peur de la boue ni de la pluie, et j'aimais bien choisir déjà, gamin, c'est fou, hein. Aller en Italie ou en Allemagne avec mes parents et acheter des maillots, les trucs qui sortaient, tu vois, les gants, les trucs. J'étais passionné de ça. Et les maillots de gardien du coup? Et ouais, et putain, un joueur de champ, c'est chiant en fait, t'as pas le choix, quoi, tu vois. Et putain, un gardien, c'est cool, je peux me faire des trucs et tout. Donc, pour toutes ces raisons, ouais, j'étais. Mais sauf qu'il y a 30 ans de ça ou 35 ans de ça, t'as pas de boutique de gardien, quoi. Faut aller en Italie avec la voiture, avec la maman, ou en Allemagne, ou. Donc, pour se faire une belle tenue il y a 35 ans, c'est une mission, quoi. Il y avait un retard en France là-dessus par rapport à l'Italie et l'Allemagne? Ridicule. Et d'ailleurs, et je l'embrasse s'il regarde un jour cette émission, c'est Antoine Lacha et son papa qui avaient créé la boutique du gardien de but. C'était un catalogue d'abord et une boutique après à Paris qui s'appelait la boutique du gardien de but, qui a été dans les années 90 un précurseur. C'était les seuls qui pensaient aux gardiens. On avait une boutique en France qui était à Paris. Et donc, on prenait le train ou l'avion ou on payait les frais de port. Et c'est la seule boutique qu'on a eue en France, c'était ça, pour se faire nos petites tenues, quoi. Justement, tes débuts, ta formation à Nice, alors on en reparlera tout à l'heure avec Lionel Letizzi, mais tu as été formé à Nice, tu l'as retrouvé au PSG. Comment ça se passait ta formation au centre de formation de Nice? Déjà, mon père était directeur du centre, donc autant te dire que ça rigolait pas. Mais j'aimais bosser. J'étais mordu, je pense. J'aimais faire des arrêts, j'aimais savoir comment faire des arrêts, j'aimais travailler mon jeu aérien. Je me rappelle de séance avec mon père par 40 degrés à midi et demi quand tout le monde était rentré torse nu. J'avais les cheveux jusqu'à l'époque, hein. Je sais que c'est dur à imaginer, mais j'avais les cheveux très longs. C'est marrant, j'ai pas maintenu cette exigence toute ma carrière, et je le reconnais bien volontiers aujourd'hui. Parce que moi je suis un vrai sudiste, hein. Parfois j'ai envie de bosser, parfois non. mais entre 16 et 22 ans, ouais, j'ai bossé comme un salaud, ça c'est sûr. Et dans cette formation, tu as fait un peu de natation et de basket, c'est ça, avec un entraîneur Ouais, la natation, c'était mon premier sport avec le judo pour des problèmes de dos, déjà gamin. Donc c'est pas un choix du tout, hein, la natation. Quand t'es gamin, c'est pas un choix, crois-moi. Mais les mecs, c'est des fous. Mais j'ai pas aimé ça. Et basket, évidemment, quand t'es jeune Antibois, oui. Et d'ailleurs, le basket fait une grande partie de ma vie toujours aujourd'hui. Oui, le basket et le hand ont été deux sports qui m'ont énormément aidé à progresser et à développer un style qui m'était propre. Et même au centre d'entraînement de Nice, tu avais un formateur, Eugène Santurini, ouais, exact, bravo. Qui lui trampoline. Mettait d'autres disciplines. Extraordinaire, Eugène, c'est des souvenirs. Tu vois, les gens le verront pas, mais j'ai des frissons parce que c'est des souvenirs fantastiques. C'était la débrouille à l'époque, hein. Il faut bien que les gens se rendent compte que ce que tu connais aujourd'hui, je pense même dans un club là comme Grasse ou Cannes, qui sont plus des clubs pros, tu vois, ont des meilleures structures d'entraînement que nous à Nice à l'époque. À l'époque, c'est la débrouille. On a un terrain en terre, on a le droit au terrain en herbe des pros une fois par semaine pour le spécifique. Quand on veut aller faire de la gym ou du trampoline, il faut aller avant les écoles à 7h du matin. C'est Joe la débrouille. Et effectivement, ce monsieur, Eugène Santurini, qui était prof de gym, un jour, il nous dit, on va faire du trampoline. C'est plutôt drôle, mais pourquoi? Et en fait, j'ai compris. Sur le coup, tu comprends pas? Pas trop. Et à la première séance, je me dis, mais en fait, je suis nul. Je dirais un piqué dans l'espace, quoi. Tu vois, j'ai aucune sensation, aucune mobilité, aucune reprise d'appui. Et en fait, avec les semaines, on a commencé par sauter, après faire des sauts pairs, après faire un arrêt après le saut pair. Et en fait, pourquoi ça servait ça? Le repère dans l'espace. En fait, le gardien, quand il est chahuté, il faut tout de suite se reprendre après un appui et être capable de se relever, de voir tout de suite ce qui se passe. Parce qu'à l'époque, dans les 16 mètres 50, c'était pas comme aujourd'hui, hein. Là, les mecs, il y a 20 ans, ils se protégeaient pas du tout, les arbitres sifflaient rien. Donc, et donc, on a développé ces exercices de trampoline. Et si un jour j'avais fait coach des gardiens, j'aurais fait ça. Parce que je sais que Lionel Letizzi et moi, ces années-là nous ont apporté beaucoup après. Justement, Lionel Letizzi, tu l'as connu à Nice à tes débuts. Ouais. Comment ça se passait, la relation entre vous à ce moment-là? À ce moment-là, on est ados. Donc moi, je suis au centre, lui, il est chez ses parents.
Donc on se voit pas trop en dehors. Lionel a toujours été quelqu'un d'hyper casanier, d'hyper discret. Moi, j'étais déjà un peu plus fêtard. Donc on se côtoyait sur le terrain, on s'entendait très bien, mais on n'avait pas vraiment de rapport comme on pourra avoir après dans la vie quand on se retrouvera au PSG 10 ans après. Gamin, il était beaucoup plus fort que moi. Il avait déjà une agilité. Pour moi, j'ai toujours dit, bon, il y avait Fabien Barthez à l'époque. Tu l'enlèves, Fabien. Mais techniquement, Lionel, c'était le plus fort. En 97, 18, 19, 2000, il y a Barthez, et pour moi, il n'y a pas un gardien techniquement plus fort que Letizia. Techniquement, c'était un phénomène. Et il avait cette technique déjà, à 14-15 ans, c'était ouf. Mais son style a toujours été un style très, très italien. Tu vois, Dinosov un peu. Tu vois, Dinosov, très classe, bon techniquement, sobre. Sobre mais efficace. Ah ouais, sobre mais efficace. Mais sous technique, moi j'ai des souvenirs de prise de balle de Lionel, sous la pluie ou comme un chat, où là, plaf, tu vois, c'était marrant parce que Lionel, son style d'ado, c'est vraiment, tu retrouvais, moi mon style a un peu évolué, mais lui il avait vraiment le même style linéaire en progressant, c'était... Toi, il a évolué comment, ton style du coup? Alors moi, j'ai toujours été dans tous les sports que j'ai pratiqués à vouloir m'inspirer de quelqu'un. J'ai aucun doute de problème à le dire. Au golf, il y avait un jeune qui débutait en même temps que moi, c'était Tiger Woods. Un petit joueur. Un petit joueur, ouais. Et je mettais des vidéos et je me faisais saigner les mains devant la télé le soir pour essayer de... Et au foot, moi j'ai commencé avec Pascal Olmeta et Gaëtan Huard. Manche coupée, tenue assortie, cheveux longs, et on y va. Bam, bam, bam. Et puis, je me suis blessé, j'ai blessé des gens, parce que n'est pas Olmeta ou Huard qui veut, tu vois. Et puis à un moment donné, mon père m'a dit, Jérôme, ça va pas. À un moment donné, ça peut plus passer. T'as des qualités, t'as machin, mais voilà. Donc j'ai revu mes ambitions à la baisse. On va évoluer un peu. Ouais, si, on va aller ailleurs. Ouais, mais j'avais quand même une passion sombrante pour ces deux gars. Et puis après, Fabien est arrivé. Et finalement, je dis pourquoi chercher loin alors qu'on a quelqu'un en France qui est en train de révolutionner le poste. Mais voilà, si tu veux, mon style, c'est Assagie. Et après, il y a eu la fameuse manchette. Celle-là, elle est restée. Ouais, elle a été inventée un jour à Ouascal. Alors, Ouascal, pour les plus anciens, c'est la banlieue de Lille, en D2, en janvier. Bienvenue. Un temps magnifique. Ouais, bienvenue chez les Ch'tis, là, pour le coup, c'est le cas de le dire. Et un jour, le terrain était moitié gelé, moitié boueux, tout. Et on mène à 0, et c'est la fin du match. Je me rappelle, il y a une frappe qui arrive, mais elle fait comme ça, elle tape 2 fois devant. Et d'instinct, il me vient ça. Et de ce jour-là, en fait, elle est restée. Et aujourd'hui, je vois qu'il y en a plein qui la font. Mais elle te vient comment? D'instinct? Ouais, c'est parce que tu regardes du volley? Non, du tout. Pas du tout. J'ai jamais joué au volley. Non. Je sais pas. Et en fait, je me dis qu'en faisant ça, elle passera jamais ici. Que je couvre vachement ça. Que je m'enlève le entre les jambes. Et que je peux la diriger comme je veux. Et elle me vient là. Elle me vient dans un autre match pourri sur un stade pourri le week-end d'après. Et c'est marrant parce qu'après, tu deviens un peu prisonnier de ton truc. Et après, tu te dis, ah, je tiens quelque chose là. Ouais, mais est-ce qu'après, les gens te le disent? Mais la fameuse, ma manchette volée, elle est née à Ouascal un soir d'hiver. Donc ça, c'est avec Nice? Saint-Étienne. Avec Saint-Étienne. Ouais. Justement, Saint-Étienne, cette partie en Ligue 2, puis après en Division 2, et après en Division 1. Juste avant, il y a Marseille. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient, en fait. C'est drôle. Là, il faut que je prenne 2 minutes. Parce que ma vie change là. Ma carrière change là. Et elle change pas grâce à moi. En 93, Marseille est champion d'Europe. Moi, je suis doublure à Nice. Je sais pas si tu vois, dans le monde du football, le gap, c'est qu'il y a rien à voir. On monte nous en Ligue 1, je fais des bons matchs, donc je commence à exister un petit peu, mais c'est toujours inaccessible. Mais sauf que Marseille, il y a les affaires. Et à un moment donné de notre carrière, eh ben, au niveau du championnat, Marseille est là et moi je suis là. Mais 2 ans après. Et même Nice est là et Marseille est là, puisque Nice est monté en Ligue 1, que Marseille est descendu en Ligue 2. Non mais t'imagines, en 2 ans. Mais... Et là, il n'y a plus de sous à Marseille et ils cherchent un jeune gardien. Donc ça veut dire qu'en l'espace de 2 ans, le club qui fait rêver tous les jeunes Français et les jeunes sudistes encore plus, qui est champion d'Europe, s'intéresse à toi. Et où toi, t'es ouf. Nulle part dans ta carrière, 24 mois après, t'as un coup de fil sur ton répondeur pour aller dans ce club-là. Après, je me dis, non mais c'est incroyable. De toute façon, je sais que je vais y aller. Je suis pas refusé. Mais je me dis, mais la pression, elle est... Parce que tu vas pas à Marseille là pour rester en Ligue 2. Hein. C'est qu'il faut remonter dans les 2 ans, quoi. Sinon, le club, il est mort. Et donc, j'apprends un peu la pression là, parce que mes premiers matchs au Vélodrome, c'est très dur, j'ai peur. Voilà, mais ma vie bascule vraiment. En fait, ma vie bascule parce que la vie de l'OM bascule. Et justement, quand ta vie bascule, quand celle de l'OM bascule, l'apprentissage, il est express. T'as pas le temps à Marseille de... Ah, là, il est plus qu'express, là. C'est-à-dire que là, tu arrives au Vélodrome, le premier match, c'était OM Le Mans.
personne ne le sait, mais les 45 premières minutes, je me dis, si le mec tire de 40 mètres, il marque, quoi. J'étais paralysé. Mais quand je dis paralysé, c'est paralysé. Je me dis, en fait, je me dis même, qu'est-ce que je fous là, à la mi-temps? Je vois les mecs me regardent de travers, on prend un but, qui est pas vraiment de ma faute, mais je vois les regards de Caso, de Dib, wow. Mais je viens après Barthez. Meilleur gardien du monde, déjà quasiment à l'époque. Et derrière, t'as Alonso, qui a 6 matchs en pro. Comment tu veux que les gens me regardent? Les gens pensent que je suis un falabraque, comme on dit chez nous, et que j'ai rien à voir et que j'ai rien à faire là. Mais c'est normal qu'ils pensent ça, les gens. Et les joueurs aussi. Et là, je me rappelle, la mi-temps, on perd 1-0. Et là, je me dis, mais en fait, mec, c'est pas pour toi. Et comment tu reviens sur le terrain après ça? Bah, en fait, c'est ouf, c'est que je reviens en me disant, mais de toute façon, c'est mort, quoi. En fait, je suis vraiment revenu aux bases à me dire, c'est comme maintenant, c'est mort. Sinon, tu vas te faire virer. Les mecs peuvent pas te saquer. Le public, ils savent même pas quitter. Tu vas finir, fais ton kiff à Marseille, là, 1 ou 2 matchs. Et après, tu iras jouer à Cannes-sur-Mer, à Valoris, à Ah ouais, Grasse. tu vas loin dans la réflexion. Ah, mais je me descends. Mais je me descends je me descends au plus bas, en fait. En fait, ce jour-là, je développe un truc où je me dis, mais quand ça va très mal, moi, je me descends. Et ça marche. Je me descends jusqu'à me dire, t'es une merde. T'as rien à faire là. Il y a des gens qui disent, ah, t'es le meilleur, t'es le machin. Et moi, c'est l'inverse. Souvent, je me descends très bas. Et en fait, tellement je me suis mis minable tout seul, presque à m'insulter, que très naturellement ensuite, boum, je remonte. Et c'est ce qui se passe ce soir-là. Comme au fond de la piscine, quand on tape et on remonte. Je fais une deuxième mi-temps fantastique, on gagne 3-1. Et l'histoire démarre là. Alors qu'à la mi-temps, je suis à deux doigts de prendre mon sac et de partir, quoi, tu vois. Et donc après, la saison, t'es moins pétrifié après ou tu restes quand même pétrifié on a quelques tous matchs? un mois difficile parce que, alors pas que moi. Et je me rappelle, voilà, après il y a un match de référence où je fais un super match, c'était à Alès, je me rappelle, un derby. Et de là, après, je crois que d'octobre à mai, la montée, on perd 3 matchs, quoi, tu vois. On finit deuxième derrière Caen et on monte en Ligue 1. J'ai 23 ans. Ah, je viens de faire 2 montées quand même. Déjà. Avec Nice, avec Marseille. C'est cool. Je dis, je suis peut-être fait pour la pression finalement, tu vois. Et donc là, je deviens aussi pour les gens un mec qui est fiable sous pression. En fait, je me dis finalement, ok, j'aurai ma manière de la combattre, la pression. Ça sera tu vois, d'être dur avec moi, d'être méchant avec moi même, de mal me parler, tu vois. Mais qu'en fait, je suis super fiable sous pression. Et ça restera, ça pour le coup, un marqueur de ma carrière où on peut me reprocher plein de choses. En vrai, je perds 2 fois la Coupe de France, mais je suis bon les 2 fois. Après, on perd 2 fois, mais c'est plus pas de cul qu'autre chose. Mais à part ça, je veux dire, en 17 ans, les matchs sous pression, j'en rate pas, quoi. Je deviens assez vite le petit jeune niçois qui a peur de rien et qui est bon sous pression. Et qui est un peu fou et qui a pas peur. Les gens savent pas ce qui se passe en moi. Je suis tellement odieux avec moi-même pour me faire descendre et pour me faire remonter après. Mais ça sera ma tactique à moi. Personne ne le sait. C'est vraiment dans le feu de l'action. Même parfois pendant un match. Mais d'ailleurs, le OM Le Mans que je te raconte, c'est pas un travail que tu décides de faire. Ça vient naturellement. Exactement, ça vient comme ça en me disant, mais c'est pas pour toi, mec. T'es mauvais. Comme dirait Jean-Claude Duss, mais donc c'est pas un travail que je faisais. C'était un truc que j'avais accepté de me descendre parce que je me rendais compte qu'en fait, tout en bas, parfois j'étais bien. Et donc à Saint-Étienne, quand t'es à Saint-Étienne, pareil. Encore une fois, quand je te parle de cette capacité que j'avais de m'amener en bas pour remonter, c'est pas non plus toutes les semaines. C'est vraiment en cas extrême, ça m'est arrivé, on va dire, allez, sur 17 ans, 4, 5, 6 fois, tu vois, à des moments clés de ma carrière, jusqu'au jour où ça marche plus. Mais à Saint-Étienne, non, j'arrive en pleine confiance. J'ai déjà fait 2 montées, t'es chez les Verts. Donc je me dis, putain, j'ai déjà fait Nice, Marseille, Saint-Étienne, à 23 ans, c'est pas mal. Niveau palmarès et club. Et je suis en Ligue 2, et si je monte avec Saint-Étienne, j'aurais fait 3 montées en 4 ans. Bon, la première année, on a failli descendre, donc la montée se fera après. Peut-être la plus belle année de ma carrière, 98, 99. Et malheureusement, c'est l'année où, encore une fois, l'hiver, je me casse la jambe. L'année 3, je rejoue sur une jambe. Je fais quand même 27 matchs, on finit 6e. C'est pas mal. Et l'année 4, effectivement, je reviens de vacances. Et là, je vois un grand, je dis, mais c'est qui, lui? Et là... T'es pas au courant par tes dirigeants? Je sais qu'ils cherchent quelqu'un. En fait, je les aime, hein. On se reparle depuis et tout, mais quand Koepke arrive à Marseille, c'est pas une trahison. Parce qu'à l'époque, Koepke, c'est le meilleur gardien du monde. Et il est allemand, et Robert Louis Dreyfus est allemand, et il y a une connexion allemande-Adidas qui se fait. Bon. Et puis, il n'y a pas photo entre Alonso et Koepke à l'époque.
Mais quand Lewinsky arrive à Saint-Étienne, c'est ma première trahison pour moi. Il y a un mec en plus qui est nul et qui aura des faux papiers. Ça, c'est l'affaire des faux passeports après. Mais en plus, ce que j'ai toujours dit, c'est que t'as manqué de flinguer la carrière de Jérémy Janot aussi dans ce coup-là. Qui est en train de monter, lui. Parce que Jérémy Janot est en train de monter, et au lieu de mettre Jérémy à ma place, que j'aurais plus compris, ou de mettre en concurrence vraiment, d'ailleurs souvent je dis, montrez-moi la ligne de stade de Lewinsky, Janot, Alonso. On va voir le nombre de matchs en pro et de trophées gagnés. Et il y en a un qui a fait 10 matchs en pro et les deux autres en ont fait 300. Donc, ouais. Le poste de gardien, c'est celui qui est le plus cruel sur ces histoires de concurrence, de... Ouais. Bah tu sais, si t'es Keylor Navas, regarde, si t'es Keylor Navas, tu fais ce que t'as fait du PSG. Ça veut dire en 2 ans, finale Ligue des Champions et demi-finale. T'es intouchable. Tu reviens de vacances, t'as Donnarumma au camp des loges. C'est pas une trahison, ça? Et j'adore Donnarumma, c'est pas la question, en tant que gardien. Je pense que ça va être un très très grand gardien. Mais de prendre Donnarumma au PSG à l'époque de Navas en pleine forme, c'est une hérésie totale. Une hérésie totale. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe l'année d'après? Les deux deviennent moyens. Oui ou non? Parce qu'ils sont en concurrence, ils n'ont pas la même confiance. Tu peux pas mettre 2 gardiens. Tu peux pas mettre 2 lions dans la même cage. Un gardien, je vais te dire un truc. Un gardien, on est des êtres à part. Gardien, gardienne, hein, j'oublie pas nos amis gardiennes, évidemment. Il faut le chérir, il faut lui faire prendre conscience qu'il est un être à part. Il faut le valoriser. Il faut que tu l'aimes, ton gardien. Tu peux pas, quand tu as un gardien que t'aimes et que tu as amené en haut, lui mettre du jour au lendemain un autre dans les pattes aussi fort que lui. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Messieurs les dirigeants et les coachs, faites attention à vos gardiens ou vos gardiennes. Ce sont des êtres à part. Il faut les aimer. Il faut leur faire sentir qu'ils sont uniques. Unique, c'est le mot. Un gardien, dans un groupe, il doit être unique. S'il y en a 2, forcément, il est plus unique. Et là, c'est la merde. C'est pas une concurrence comme les autres postes, entre 2 défenseurs, entre 2 attaquants. Évidemment que non, et tout le monde te le dira, tous les gens qui ont joué te le diront, tous les gens qui ont vécu ça te le diront. Moi, je l'ai vécu 2, 3, 4 fois, je te le dis. Il faut que le gardien se sente fort et unique. Que tu aies un très bon numéro 2, évidemment, c'est obligé. Pas facile à trouver d'ailleurs. Mais un gardien doit se sentir, ou une gardienne, doivent se sentir unique dans le groupe. Unique. Et forcément, s'il y en a 2 très forts, le mot unique ne veut plus rien dire. Et donc, tu affaiblis les deux. Tu affaiblis les deux. Et ça, le PSG l'a fait plusieurs fois. Il y a une autre époque où le PSG a eu 2 bons gardiens. C'était au début des années 2000, donc c'est toi et Lionel Letizy. Alors, on gagnait moins. Hein. On gagnait un peu moins. Mais... Non, je plaisante évidemment, mais c'est une autre époque. C'était génial. Mais c'est cette époque-là où vous étiez tous les deux. Est-ce que c'était cool. Là, tu parles qu'il fallait un numéro 1, un numéro 2. Vous, c'était pas forcément le cas. Non, j'arrive numéro 2 plein, mais à 100%. Après, il y a une période où vous êtes en concurrence. Bien sûr, mais j'arrive numéro 2. C'est très différent. Alors, par rapport à tout ce que je viens de te dire, tout ce que je t'ai raconté sur la concurrence là, c'est pas pareil. Moi, j'arrive numéro 2. Et après, au bout d'1 an ou 2 ans, tu as un choix de coach qui est dicté par des blessures, par une méforme. Ça n'a rien à voir. Mais nous, c'était Lionel 1 et très très 1. Et moi, très très 2. Pendant 1 an et demi, il n'y a absolument aucun doute dans la tête de personne, et surtout pas dans la mienne, que je suis le lieutenant de Lionel. Tu arrives en tant que numéro 2. Et je suis son lieutenant, je suis très content d'être là. Et donc, comment tu te programmes dans ta tête d'être numéro 2? Est-ce que c'est différent de la période où tu étais à Marseille et à Saint-Étienne, où tu es numéro 1? L'histoire à Saint-Étienne se finit tellement mal que je suis juste content de prendre l'air, tu vois. Je me pose aucune question, pas de logiciel qui change dans ma tête, je vais au PSG pour être lieutenant d'un copain d'enfance en plus, donc c'est cool. Je suis bien dans mon foot à ce moment-là, parce que j'ai une vie qui s'est stabilisée, je fais moins le foot, je fais moins la fête, je suis bien. Et j'arrive au PSG numéro 2, j'arrive pas numéro 4, hein, j'arrive numéro 2 dans un grand club français, donc non, ça me va. J'ai aucun problème à gérer ça. Et ta relation avec Lionel Letizy, elle est comment? Elle est super. Est-ce qu'elle est différente de celle d'Anis? Ah ouais, elle est différente parce qu'on est beaucoup plus proches, on est adultes, on a les mêmes centres d'intérêt, on a le même humour. D'ailleurs, tous les matins, je me rappelle à l'époque, c'est Astérix Mission Cléopâtre. On se fait des extraits de films tous les matins. Tous les matins, on se refait le monologue d'Edouard Baird. On se refait les trucs de Jamel Debbouze. Pas de pierre, pas de palais. Pas de pierre, pas de palais. Qui était baissé 6 sur -8. Tu vois, c'est que des conneries. Les vestiaires, ils en peuvent plus de nous. Tous les matins, c'est un sketch dans le vestiaire. Et c'est une relation d'amitié. Ah, mais complet. On est très, 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 très potes. Oh, ouais. Et le vestiaire qui voit que ces 2 gardiens vivent comme ça. D'ailleurs, j'ai une relation après catastrophique avec un gardien des années plus tard. Et tu vois que le vestiaire, il regarde ça, machin. Quand tu as 2 gardiens qui sont potes et machin, et qu'il n'y a pas de doute sur la hiérarchie et tout, et qu'en plus le numéro 2 rend les services quand il joue. Et qu'il est bon, c'est le plus important. C'est l'idéal, bien sûr. Et il y a cette saison 2003-2004 où là, tu deviens titulaire. Tu fais dans la hiérarchie, tu passes devant. Je deviens titulaire, ouais. L'été est compliqué parce qu'on ne sait pas trop où on va.
C'est Vaïd qui arrive à Ilozic. Je joue, après je suis pas très bon en août. Je suis jamais très bon en août, il fait trop chaud pour moi. Ah ouais, c'est quoi? Ouais, non, non, en août c'est la sieste, les parasols. Tu vois. Non, mais je déconne, mais c'est vrai qu'en mois d'août 2003, pas terrible. Donc Lionel est blessé, donc je joue. Le premier match est très bon, on reçoit Bastia, je me rappelle toute ma vie. Je fais un très bon match, on fait 0-0, mais après c'est moins bon. Et Lionel revient, il rejoue. Donc là, je repars sur le banc. Et la veille de PSG Auxerre, il se claque. Et donc je joue PSG Auxerre. Je gagne 3 duels dans le match, je crois. On gagne 2-1 ou 2-0. Et de là, c'est fini. Et de là, je pars sur la plus belle saison de ma vie. Qu'est-ce qui fait que cette saison-là, tu te sens le plus fort? Ma relation avec Vaïd, je sens que le mec qui est dur me fait confiance et qu'on a la même vision du foot, de la discipline. Donc je sens une grande confiance. Et comme je disais tout à l'heure, et c'est pour ça que je dis que c'est important, je sens la confiance du club et des coéquipiers. Et à partir de là, voilà, dans ma tête, il n'y a plus de doute, quoi. Et après, il y a un moment donné où la hiérarchie rebascule également. Il y a un moment donné où vous êtes vraiment... Non, pas cette année-là. Cette année-là, non. Lionel joue la coupe. D'ailleurs, il gagne la Coupe de France. Il joue tous les matchs de coupe. Et je pars titulaire saison 2004-2005. Et le mois d'août est catastrophique. Et pour tout le monde. Et là, effectivement, juste avant la Champions League, Vaïd me sort. Donc je joue pas PSG-Chelsea. Où d'ailleurs Lionel se déchira. Et moi, pour la première fois de ma vie, je fais la gueule. C'est celui où Didier Drogba change, ouais, c'est ça? Ouais, exactement. Et moi, je suis pas bien. Et là, il y a plus la relation avec Lionel. Elle change pas d'homme à homme. Je n'en veux pas du tout. Il n'est pas dans ma réflexion, Lionel. Mais mon humeur, elle change parce que j'ai goûté au poste de numéro 1 dans un grand club français. Et là, j'en veux à Vaïd. Et il me dégage avant PSG-Chelsea, tu vois, qui était le match de ma vie, en fait. Et donc là, vous êtes tous les deux, entre guillemets, au même niveau dans la hiérarchie, ou là, il redevient numéro 1? Non, il redevient numéro 1 et Vaïd me dit « Mais je t'aime beaucoup et tu seras capitaine en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. » Et... C'est suffisant pour toi? Non, le cœur y est plus. Mais par contre, comme il est loyal, il me dit « Voilà, tu joueras en Coupe, tu seras capitaine, machin. » Le changement suivant, ça sera avec Guy Lacombe, un an après. Donc Guy Lacombe me remet numéro 1. Sur ces changements-là, est-ce que quand tu joues, et même après quand t'en parles peut-être avec Lionel, est-ce que vous vous dites chaque but peut coûter ma peau? C'est pour ça que je dis que c'est après même cette situation-là, je pense qu'elle a affaibli les deux quand même, parce qu'à un moment donné, Lionel rejoue. Je me rappelle quand Guy Lacombe arrive, et un jour il me convoque, donc c'est en février, je pense, et il me dit tu vas jouer en championnat. Putain, dans ma tête, je me dis mais encore? Non mais je te jure, sur la seconde, je suis même pas content en fait. Je me dis mais en fait c'est juste invivable, quoi. Tu as joué dans des équipes qui ont dominé leur championnat, Saint-Etienne, Marseille, même le PSG. Tu as aussi joué dans des équipes qui ont galéré. Toi, en tant que gardien, qu'est-ce que tu as eu le plus de plaisir à faire? C'est avoir un arrêt à faire par match parce que tu domines, ou alors être bombardé parce que c'est une saison galère? C'est une très très bonne question. Bien préparé l'entretien, très très pro. Alors c'est marrant, quand t'es gamin, tu vas avoir plein d'arrêts à faire. Et puis après, avec l'expérience, tu dis, mais finalement, quand j'ai un ou deux arrêts à faire, je suis bon dans ça. D'ailleurs, l'année à Paris où on finit deuxième, c'est beaucoup ça. À Marseille, en fin de saison, quand on monte, c'est beaucoup ça. À Saint-Étienne, quand on monte, c'est beaucoup ça. Et en fin de compte, je deviens plutôt spécialiste du mec qui a 2 arrêts à faire par match et qui va les faire. Et accessoirement, parfois des tirs au but. Et le tir au but, au final, les tirs au but, c'est des face-à-face. Ouais, mais c'est une phase arrêtée. Ouais, il y a une part de, alors moi, si on dit loterie, je me dispute. Hein. En revanche, quand tu es gardien, il y a forcément une part de réussite. C'est-à-dire que si je choisis de partir à gauche et de tirer à droite, je ne peux pas. Donc c'est plus un exercice travaillé pour les joueurs, le tir au but. Nous, c'est vraiment l'instinct et un peu la chance. Un tir au but très bien tiré. C'est prouvé, tu peux pas. Donc nous, on doit faire déjouer l'attaquant. Nous, notre rôle à nous, il est psychologique. Vraiment. Mais il se trouve que j'ai eu une période où, notamment, j'ai 10 jours, j'en arrête 7 en 2 matchs. Ah mais 7. Et après la source c'est tari. Hein. Après la source j'ai pris mon quota dans mon quota. Et la source c'est tari après. Mais non, j'ai été plutôt bon dans cet exercice jusqu'à cette semaine-là. Et puis après là, effectivement, le petit Jésus du foot, il m'a dit non, c'est bon. T'as eu ton quota, mec. Maintenant c'est fini. Quoi. Mais quand tu dis faut déstabiliser l'attaquant, ça moi, passait par quoi? J'étais pas grand geste moi, jamais. Non, moi c'est le regard ou la parole. Mais j'aimais bien aussi quand j'avais discuté avec mes copains attaquants. Par exemple, il demandait quand tu es vraiment KO, est-ce que tu peux changer ta manière de tirer parce que tu es fatigué? Et le mec me disait très souvent oui. Et j'avais développé un truc à un moment de ma carrière où je me disais que si je vois qu'il est fatigué, je vais jouer plat du pied. Parce que quand tu es fatigué, j'avais analysé que
quand tu es vraiment KO ou sous grosse pression, à part les très très grands C'est joueurs, le geste le plus bah, naturel. c'est plus dur de croiser petit filet là que de te mettre un vieux plat du pied à peu près là-bas, quoi, tu vois. Et donc, tu regardes en fait ma grande série, parce que j'ai eu une grande série de pénaltys contre Marseille en 2002. Et tu regardes les 4 que j'arrête, j'en arrête 4 ce jour-là. C'est par rapport à ce Oui, processus en tête. ça m'est arrivé une fois. Un pendant le match à André Louis, plat du pied. Delphine, milieu. Wilfried Dalmat, plat du pied. Van Buten, plat du pied. La grande série de ma vie, elle n'est pas préparée, mais par rapport à tous les témoignages que j'avais recoupés, j'ai été exactement. C'est presque une victoire tactique parce que j'ai exactement ce que je voulais faire, quoi. C'est-à-dire que je partais ou plat du pied ou je restais au milieu. Et on est il y a 20 ans, il n'y a pas Ah, encore ces analyses Non, vidéo, rien. c'est tout ça. C'est juste toi tout seul. Delphine, j'ai joué avec Hugo Léal et qui m'appelle avant le match et avant la séance de penalty et me dit Jérôme, j'ai joué avec Delphine, il va tirer, enfin souvent il tire très fort au milieu. Et vous regardez le premier penalty de cette séance-là, je pars à peine là, mais je pars très peu et en fait je sors pomme et elle fait pomme barre et elle sort. Et ce petit déplacement un peu sur ta J'arrive droite. pas à rester au milieu en fait. C'est que en fait tu dis à un gardien reste au milieu, bah, c'est hyper dur quoi. Parce que ton instinct il te dit de partir. Moi je crois que je me vois pas rester au milieu sur un penalty. Si une fois j'arrête, oh putain si c'est drôle ça. Jean-Claude Darcheville, je suis sûr qu'il va me faire la Panenka. Et vous regardez PSG Bordeaux saison 2003-2004. On mène 2-1 et dans la 93e minute, penalty pour Bordeaux. Et je connais Jean-Claude, je suis sûr qu'il va faire une dinguerie. Et pourquoi tu te dis ça? Je sais pas. Tu sais, après les gardiens, on n'est pas seul dans nos têtes. Hein, je suis sûr qu'il va me faire une dinguerie. Et en fait, tu regardes bien, il fait une panenka, il la met au-dessus, mais je bouge pas. Et s'il avait réussi, je l'aurais pris comme ça. Ouais. Donc c'est très drôle. Et tout de suite, je célèbre pas, je vais le voir, je le prends dans mes bras. Et les gens savent pas ce que je lui dis. Et moi, je lui dis, mais t'es un fou, je savais que t'allais faire ça. Et ça, c'est l'instinct, c'est. Ouais. Et donc pourquoi tu restes au milieu parfois Pourquoi Delphine, j'arrive pas à rester au milieu, mais je laisse traîner quand même le bras parce que Hugo Léal m'a dit, il tire fort au milieu. Van Buten, c'est exactement ce que je veux faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très rare. Je me dis, je pars pas, il tirera pas fort lui. C'était le 8e tireur. Si j'arrive à partir tard, je pense qu'il va la mettre pas très bien sur ma gauche, donc plat du pied. Je pense ça avant. Et en fait, l'arrêt, c'est pas un penalty, c'est presque comme si je gagnais un duel face à face. En fait, je fais un arrêt normal presque, tu vois. Mais là, comme ça. Et la balle reste coincée entre ma paume et sur la ligne, tu vois. L'arrêt, il est ouf, je te jure. Je vois que cette séance, elle reste dans ma mémoire parce que tout ce que je prévois se passe. Bon, c'est une fois en 17 ans. mais c'est cool. Mais quand c'est cool, quand ça arrive une fois et que tu vois tout ce qui va se passer. Et il y a un travail à l'entraînement sur ça où... Il y a une anecdote connue sur ce match, c'est que la veille, je suis au camp des loges, fin de séance, Luis Fernandez et Jean-Louis Gasset. Et Luis, il fait nuit, les gars sont partis au vestiaire et Luis veut me faire des pénaltys. On est bien avec Luis se faire des petits concours. C'était le plus d'affilée possible. Le plus d'affilée qui lui en marqué ou que toi t'en arrêtais? C'était des séries? Non, tu peux en arrêter 15 d'affilée, mais lui, il m'en met 16 d'affilée. 16 d'affilée. Je devenais fou. Jean-Louis Gasset qui se moquait de moi, qui est le plus gros chambreur de la Terre. Et moi, là, je deviens fou. Je dis, putain, les enfoirés. Et Louis, il me dit, putain, demain, si on va au penalty, on est mort. Ça sent pas bon. Et voilà, l'anecdote, c'est que je suis ridicule la veille à l'entraînement au penalty avec Louis. Et que le lendemain, je fais ma plus belle série de ma vie, quoi. Donc voilà, c'était très drôle. Donc non, pour te répondre à ta question, oui, j'ai travaillé penalty dans la semaine, mais j'ai été complètement catastrophique. J'arrêtais pas. Il fallait répondre présent à l'instant T. J'en arrêtais pas. Ouais. Mais je pense aussi que c'est un moment de ma vie où je suis heureux et qu'à un moment donné, ça compte aussi beaucoup. Quand t'es gardien, quand t'es gardien et que t'es cool. Et moi, j'ai toujours eu besoin de ça. Ou alors je me descends moi, tout seul, comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Mais la plupart du temps, je suis quand même un mec, voilà, qui est heureux de vivre, machin, truc. Et on en revient toujours si ton gardien il est heureux, que ce soit ton numéro 1 ou ton numéro 2, si ton gardien il est heureux, il est bon. Pendant ta carrière, et même moi à l'époque, parce que quand tu étais gardien, c'est là où j'ai commencé, j'avais des premiers entraîneurs qui m'en parlaient. Tu avais cette image de gardien tu en as parlé tout à l'heure, de gardien peut-être pas forcément académique, mais qui était efficace. Les arrêts peu académiques d'Alonso. Mais est-ce que t'en as souffert? Non. Tu l'as pris pour une critique? Pas du tout. Ou est-ce que... Non, je te dis même moi que j'ai inventé la manchette sur un terrain pourri, qu'après forcément, t'en joues aussi. C'est pas vraiment tu rentres dans un personnage, c'est t'as trouvé ton identité. Voilà, je t'avais dit que je m'étais inspiré de Dolmeta, de Huard, de machin. Après, il y a des gamins qui sont inspirés d'Alonso. Moi, quand des gamins me disaient putain, je fais comme vous, putain, mais ok, c'est moins beau que Huard et Dolmeta, mais il y a quand même des gamins qui font comme toi, quoi. Après, des années après, moi, on me reprochait, il dit putain, Alonso à la fin, quand
il renvoie tout, machin. Et quand tu vois la télé après des gardiens en Ligue 2 ou en Ligue 1 qui font ta manchette, tu dis bon, ils ont pas copié moi, mais à une époque de ma vie, ouais, on a lancé un truc, quoi. Et après, j'avais une bonne prise de balle, ça qui est ouf. C'était Fabrice Grange à Nantes qui disait, mais t'as une super prise de balle en fait. J'ai dit, mais en fait, je suis rentré dans un truc. Et voilà, donc c'était très drôle. Mais non, j'avais pas souffert du tout. Non, non, au contraire. Et il y a cette identité, cet avant-match. Il y avait un rituel que tu avais. Le bisou. Le bisou sur le poteau. Alors, le bisou sur le poteau, je m'en suis jamais caché. Il y avait un gardien à Nice qui s'appelait Fabien Pifto. Vous vous rappelez de ce gardien qui a été agent de joueur après? Et Fabien avait un gimmick. Et il embrassait son poteau. Et quand t'as 17 ans, bah, je t'avais parlé de Huard et Olmeta sur le point de vue du jeu. Et en fait, je trouvais ça cool. Je me dis, putain, c'est marrant ce qu'il fait, lui, tu vois. Le fait d'embrasser le poteau ou d'avoir un gimmick d'avant-match? Un peu. Bah, du coup, je me suis pas posé la question parce que je lui ai piqué tout de suite. Je lui ai piqué tout de suite. Et j'ai dit, ok, ça sera mon truc. Ça sera mon truc. Mais ça avait une certaine utilité pour toi? En fait, c'est le fameux bouton on-off. T'as l'échauffement, t'as l'arrivée en bus. Tout ça, honnêtement, je te le dis, hein, 20 ans après, ça me faisait chier. Moi, je voulais jouer. L'échauffement, je déteste l'échauffement. L'arrivée en bus, c'est long. La mise au vert, c'est chiant. Et d'ailleurs, tous les mecs te le diront, c'est à chier, quoi. Le bisou sur le poteau, c'était devenu, ok, un chanteur, tu dirais noir sale, tu vois. T'as le premier kiff, c'est l'entrée sur le terrain. Ça, c'est un kiff, je t'en parle, j'ai des frissons parce que n'importe où en France, et là où j'ai joué en plus, l'OM, Jump, Phil Collins, PSG, Saint-Etienne, Nice. Donc t'as ça, mais ça, c'est un kiff où t'es presque spectateur du machin. Et le bisou sur le poteau, c'était noir sale. Ça veut dire là, maintenant je suis un tueur. Et là, j'ai plus de père, j'ai plus de mère, j'ai plus d'amis. Voilà. Donc le bisou sur le poteau, c'était le, je peux me faire insulter, c'est fini. Voilà. C'était un peu devenu ça aussi. Ça commençait là. Aujourd'hui, tu es devenu consultant dans les médias. Si je te dis que tu es l'avocat des gardiens de but, tu le prends comment? Ouais. Il y en a que j'aime pas trop. Donc, je sais que souvent on me chambre sur Nubel parce que je comprenais pas ce qu'il faisait là. Et jamais aimé ce gardien. Et je m'en priais pas pour le dire, même quand j'étais à Monaco, au bord du terrain, je dis, mais je comprends pas, même les joueurs, et tu vois qu'ils ont pas envie de jouer avec lui, quoi. Mais pour 99% des cas, je suis et je serai toujours l'ami des gardiens, ouais. T'es défenseur des gardiens de but, mais pas de tous les gardiens de but. Il y en a, non, qui t'aiment pas sur le style, sur. Ouais, Nobel, j'aimais pas. Après, il y en a où je suis moins fan ou que je connais moins. Mais ouais, mais après, j'ai mes chouchous. J'adore Samba, j'adore Steve, évidemment, depuis toujours. Le Petit Chevalier, j'aime beaucoup. Marcin Bulka, je suis fan. Après, si je suis là à la télé après 14 ans, c'est aussi que j'arrive à être juste. Et parfois, même en interview, même devant eux, un jour, j'ai eu Alban Lafont et je lui ai dit, mais à une époque, t'es un gardien de spectacle, quoi. Tu gagnais pas un point. Et je lui ai dit en face. En interview à la fin. Ah non, à Prime, en direct à la télé, je lui ai dit. Et il me dit, ouais, t'as raison. Je dis, à un moment donné, tu faisais les arrêts à 3-0. Mec, on s'en fout, quoi, tu vois. Et oui, parce que il le faisait, je l'avais dit, parce que l'évolution de son jeu depuis Antoine Camboiré. J'ai dit, pour moi, Antoine a changé ta vie. T'as mis capitaine, machin, et donc c'était super intéressant. Mais globalement, ouais, j'aime bien défendre, j'aime bien expliquer un arrêt, j'aime bien expliquer une erreur. Ouais, c'est ma famille, donc je vais pas tuer ma famille, quoi. Mais après, il y a des mecs de ma famille, j'ai le droit de pas aimer aussi, quoi, tu vois. Comme dans toutes les familles. Mais globalement, c'est mes petits frères, donc ouais. On va passer à la dernière partie de cet entretien. Le face-à-face. On a dit que tu étais bon en face-à-face. Une question, une réponse rapide. Ok. Ton plus bel arrêt? Tête de Mido, en 2004, la fameuse grosse saison, à l'heure de jeu, OM PSG, et on gagnera 1-0 quelques minutes après. Le match où tu t'es senti le plus fort? Pas loin d'être celui-là, mais sinon je dirais mon premier classico dont je te parlais tout à l'heure au penalty, le PSG Marseille. Ton défenseur préféré? Gabi Heinz. L'attaquant le plus coriace? Sonny Anderson. Le geste que tu préfères? La manchette. L'exercice que tu détestes? Échauffement. 300 matchs en Ligue 1 dans des clubs UP comme tu l'as fait, ou le double dans des clubs moins UP? Non, 100% ma carrière. Ce que j'ai fait. La charnière avec qui tu t'es senti le plus solide? Fred DU, José Pierre Fanfan. L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien? Eddie Bop. Le jeune gardien que tu observes aujourd'hui le plus précisément? Marcin Bulka. Le conseil que tu donnerais au Jérôme Alonso né à Menton? Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce.
rappelle un film, non? Merci Jérôme Alonso. C'était un plaisir, vraiment, c'était cool. Merci d'avoir été le premier invité de ce podcast consacré aux gardiens de but. C'était un grand plaisir de passer ce bravo, moment avec c'est toi. bien préparé. Hein. Ouais, bravo. Beaucoup de boulot en amont, donc c'était cool. Merci à toi. Merci Jérôme. Merci à vous également de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler à vos coéquipiers, à vos amis autour de vous pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité. Mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur toutes les plateformes de podcast pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.